Il y a quelque chose à entendre dans l'échec. Il faut pas avoir peur de l'échec. Tu te prends un mur dans la figure. Vraiment, ça t'arrête net. Et là, l'insuccès est beaucoup plus dangereux que l'échec parce que souvent, tu t'en rends pas compte. De l'extérieur, j'avais une vie de succès, mais j'étais dans le cercle de l'insuccès. Est-ce que c'est facile d'accès, le bonheur ? Je pense que Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre un moment de remise en question totale ? Un moment de rupture dans votre vie où la vie que vous êtes en train de mener n'est pas du tout celle que vous souhaitez. Hello, moi c'est Céline. Ma mission aujourd'hui dans Entre nous, c'est de faire exploser votre capacité à penser sur ce que vous êtes capable de réussir. J'ai rencontré une femme puissante, maman de 5 enfants, entrepreneur, à la vie parfaite. Pourtant, un jour, un burn-out est venu tout faire voler en éclats. Mais elle s'en est sortie, en changeant son mindset et également en créant une méthode qui s'appelle le neurofitness émotionnel. Elle va nous l'expliquer tout à l'heure. Avec elle, on va parler de liberté, de remise en question et aussi, surtout, la façon dont on doit reprendre le contrôle sur nos émotions. J'ai l'immense plaisir de recevoir Astrid de Ballon, auteure, conférencière, coach en entreprise. Elle nous offre un moment aujourd'hui d'exception pour comprendre comment réussir sans se sacrifier. J'aimerais que tu nous expliques, Astrid, la différence entre l'échec et l'insuccès. En fait, dans le livre, j'explique justement que l'insuccès t'endort, tu vois, et l'échec tranche. Tout à fait. En fait, l'insuccès, c'est quelque chose d'hyper insidieux. C'est que tu as l'impression de bien faire, de faire ce qu'on attend de toi, de mettre en place... alors moi, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, mais tu vois, des stratégies qui vont te permettre d'obtenir ce que tu désires, l'équilibre de vie que tu désires, le couple que tu désires. Et tu essayes de tout faire bien. Et finalement, tu te rends compte que malgré tous les efforts que tu fais, il y a un truc qui sonne pas juste, tu vois, à l'intérieur de toi, mais c'est assez diffus. Tu vois, c'est une sensation, soit ça peut être de la fatigue qui revient tout le temps, soit tu passes un moment en famille qui devrait être un moment heureux ou des vacances, tu ressens rien, tu vois, ou pas la joie que tu estimerais devoir ressentir à ce moment-là. C'est ça. Et finalement, en fait, tu dis, bon, ça va passer. Et puis, tu vas voir un thérapeute, un coach, tu lis un livre, tu participes à une conférence, un atelier, etc. Et tu as de nouveau un élan, tu dis, ah, ça y est, j'ai réglé le truc qui me manquait et ça va mieux pendant 6 mois. Et finalement, au bout de 6 mois, tu reviens au point de départ. Et d'ailleurs, le développement personnel classique ne fait que ça. Tu as de l'élan, tu dis « Ah, ça y est, ma vie va changer » et tu reviens au point zéro. Sauf qu'à force d'accumuler ce genre d'expérience, arrive un moment où, sans t'en rendre compte, en fait, tu perds de plus en plus d'énergie et tu te perds toi-même jusqu'à être dissocié. Moi, je suis arrivée à ce moment-là où vraiment, tu es dissocié de ton corps. Ta tête fonctionne, tu peux même être positif dans ta tête, mais ton corps ne répond plus avec ta tête, tu vois. Ok, tu n'es plus aux commandes. Non, et ça, c'est l'insuccès. Et là, l'insuccès est beaucoup plus dangereux que l'échec. Parce que souvent, tu t'en rends pas compte. Et il va te falloir des épreuves de vie souvent pour rompre ce cercle de l'insuccès. C'est comme s'il te manquait... il te manque une dimension, tu vois. Il y a une part de toi à laquelle tu n'as plus accès dans l'insuccès. Okay. Alors que l'échec, tu te prends un mur dans la figure. Vraiment, ça t'arrête net. Mais derrière, tu as le choix. Moi, j'estime qu'on est toujours libre de choisir la réaction qu'on va avoir ou ce qu'on va faire du mur qu'on s'est pris dans la gueule à ce moment-là, tu vois. L'échec, oui, en effet, tu dirais, donc il y a un mur, en effet, et après, on fait le choix de la direction. Il y a forcément changement. Il y a forcément une décision. Voilà, il y a décision. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est agréable. Quand tu te mets un mur dans la figure, ça peut faire très mal, tu peux avoir des bleus, mais en fait, tu choisis ce que tu vas en faire. Et pour moi, dans l'échec, il y a toujours un apprentissage, tu vois. Alors que l'insuccès... tant que tu n'es pas sorti du cercle de l'insuccès, tu ne peux pas retrouver ton axe. Tu vois, ce qui fait que tu sais à l'intérieur de toi, de manière physiologique, physique même, tu vois, ce qui est juste pour toi quand tu prends tes décisions, tu n'as plus accès à tes désirs de cœur, tu vois. C'est comme si... C'est une vie un peu tiède. Oui, en fait, tu t'éteins. Oui, c'est ça. Tu es un peu... L'échec, tu sais, c'est moi qui t'interviewe aujourd'hui, mais tu aurais pu en parler avec ma fille qui est juste là, parce qu'elle, c'est son échec au barreau. Ouais. À l'oral du barreau, parce qu'elle avait réussi l'écrit, où moi, quand j'étais là, quand elle a découvert son échec, et c'était incroyable, elle s'est pris un mur, elle a pleuré, je pense, 2 minutes, même pas. Moi, j'étais là, j'étais un peu sidérée, moi, tu vois, de cet échec. Et d'un seul coup, elle me dit, mais tu sais, maman, j'ai jamais voulu faire ça, en fait. Excellent. Et là, je lui dis, comment ça ? Et maintenant, elle travaille avec moi. Je ne vais pas raconter tout son parcours. Mais c'est ça, l'échec, en fait. Il y a quelque chose à entendre dans l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Tu ne peux pas, tu vois, arriver à ton niveau ou au mien sans avoir raté des choses et vécu des échecs. On a vécu toutes les deux énormément d'échecs. Mais aujourd'hui... Pour moi, c'est comme si l'échec ne faisait plus partie de mon vocabulaire
dans le sens où je sais que quand ça ne marche pas comme je voudrais ou que je me prends un mur, en fait, c'est que je dois changer la direction ou ajuster quelque chose. Donc, c'est une étape d'évolution. C'est ça. Et puis, moi, je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je prends une décision au niveau de mon travail, je fais beaucoup appel à mon intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens, on va voir avec ta méthode, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je dirais même, du coup, ça m'évite d'aller jusqu'à l'échec. Souvent, j'ai un petit truc qui me dit... Non. Là, tu es en train de faire fausse route, tu es trop à fond. Il faut que tu fasses un petit pas de côté. Je suis entièrement d'accord, mais tu vois, pour accéder à ton intuition, la première étape, déjà, c'est de reconnecter à ton corps. Donc, toi, c'est ce que tu fais avec tes clients et c'est super. Et moi, j'utilise un angle différent dans le sens où tant que tes émotions ne sont pas apaisées, tu n'as pas accès à tes ressources. Ouais. Et ton intuition, tu n'y as pas accès. En fait, l'intuition... Une fois que tes émotions sont apaisées, parce qu'on peut confondre émotionnel et intuition. Ouais, en fait, c'est pas le même espace. Et parfois, tu rencontres quelqu'un, tu dis « Ouais, je la sens pas, cette personne-là. » Parce qu'elle t'impressionne, elle t'intimide et elle te fait un peu peur, tu vois. Elle l'appuie sur quelque chose à l'intérieur de toi qui est bon à entendre pour grandir. Et c'est pas de l'intuition, ça. Tu vois, c'est du ressenti émotionnel. Ouais, ça pique. C'est ça. Ouais. Alors que l'intuition, c'est quelque chose qui tombe sans émotion, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu sais ce qui est bien pour toi. C'est ça. Tu peux pas aller contre. Et même quand tu as l'intuition, par exemple, pour rebondir, si tu rencontres quelqu'un, en effet, où tu te dis, bon, c'est pas ma tasse de thé, elle pique un peu sur quelque chose, mais j'ai l'intuition que de lui parler, ça va me faire grandir. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Choses, mais l'intuition. Donc, en fait, l'intuition peut aller à l'encontre de l'émotionnel. Tu peux être intimidé par quelqu'un, mais tu sens qu'il faut que tu parles avec cette personne, tu vois. On va en parler tout à l'heure, mais du coup, toi, tu vas nous donner un petit peu ces solutions quand même pour aller chercher justement notre intuition. Hein, c'est ça ton rôle. En fait, moi, mon rôle, c'est d'amener les personnes à vivre plus de 80% du temps dans un état de bien-être et un bien-être émotionnel. Parce que le bien-être émotionnel a des répercussions sur tes hormones, sur ta posture. Essaye de ressentir de la fierté en te tenant comme ça. Tu peux pas, non, en fait, c'est pas possible. Non, ça marchera pas, c'est sûr. Et toi, alors, pour en revenir donc à ce livre que j'ai dévoré, aligné, aux éditions Larousse, c'est ça, je ne me trompe pas. Ouais. Tu as le déclic où tu es passé de l'insuccès. Il y a eu des personnes, je crois, je ne veux pas tout dévoiler, mais il y a eu des petits déclics qui t'ont dit « Oh là là, mais la vie que je mène, parce que, je l'ai dit en introduction, maman de 5 enfants, tout avait l'air de bien te réussir. Ouais. » Et alors, quel a été le déclic en se disant « Mais non, finalement, j'ai une vie de merde ?» C'est ça, ce qui est plus fou, c'est que de l'extérieur, j'avais une vie de succès, mais j'étais dans le cercle de l'insuccès. En fait, j'avais l'impression d'avoir coché toutes les cases et tout réussi. Et moi, c'est une coach, en fait. Je participais à un séminaire en tant que dirigeante. Avec je crois que c'était dans ma ville, hein, c'est ça? Oui, c'était à Lyon, ouais, c'est ça. Et en fait, cette coach, je fais ma prestation, c'était sur la vente, et j'étais vraiment très bonne, je le savais, tu vois. Et je fais ma prestation, et je savais que j'avais fait la meilleure prestation. À un moment donné, on est lucide aussi sur soi-même. Elle me dit, c'était parfait, c'était très bien. Par contre, tu portes un masque. Tu sais, elle me dit ça, et tu sais, parfois, tu as des mots comme ça, et là, j'ai pris un glaive, tu vois, ça m'a transpercé le cœur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Et je ne savais pas quoi faire de ça. Et je savais au fond de moi qu'elle avait raison. Mais ça t'avait blessé ? Oui, j'avais ressenti une profonde tristesse parce que je sentais qu'elle avait raison. Mais je ne savais pas comment faire pour enlever ces masques. Et ces masques, ils avaient leur raison d'être. Ils me protégeaient. Tu vois, dans ma vie, j'avais tout réussi, mais je vivais dans une relation toxique qui était en train de me détruire. Donc, je vivais dans la peur permanente. Et en fait, j'étais dissociée de mon corps. Alors que mentalement, j'étais hyper positive. J'emmenais mes équipes, je voyais toujours le verre à moitié plein, je donnais de l'énergie, mais j'étais de plus en plus fatiguée. Et je voyais que je commençais à être dégoûtée d'un métier que j'adorais. D'accord. Tu vois ? Et là, ça m'a interpellée. Et à partir du moment où j'ai vraiment pris une grosse baffe avec cette coach que je remercie infiniment, j'ai commencé à me poser les bonnes questions pour aller chercher les réponses. C'est ça, me dire, il me manque des clés. Donc, il y avait ça. Et il y avait autre chose qui m'a amenée à chercher des réponses, c'est que je voyais des personnes motivées dans mes équipes qui passaient à l'action, qui avaient un pourquoi fort, qui faisaient du bon boulot et qui n'avaient pas les résultats qu'ils méritaient, tu vois. Et ça, c'est un truc, ça me révoltait. Je me disais, mais c'est pas juste. Il me manque une clé, tu vois. J'ai essayé de les former mieux, de leur donner les mêmes outils de ce qui fonctionnait pour moi, mais
ça fonctionnait pas comme ça fonctionnait. Ouais, c'est assez fou dans ce que tu racontes, tu vois, je souris parce que j'ai fait le même constat en fait musculairement et je crois ensuite on est passé par les mêmes choses. C'est-à-dire que musculairement, moi, quand j'étais en cabinet de kiné, je disais mais bon sang, pourquoi j'arrive pas à les muscler assez, j'arrive pas, pourtant on a tout juste, et je cherchais et je suis allée sur l'apaisement des systèmes nerveux pour débloquer. Donc j'aimerais que toi tu nous dises par où alors, c'était quoi la piste de travail que tu as trouvée ? En fait, moi, du coup, j'ai cherché, j'ai pris des coachs, j'ai fait des tas de formations pour essayer de comprendre, mais j'avais pas ce truc. Jusqu'au jour où je rencontre en fait Mani et Arash, un chiropracteur et un chirurgien dentiste, qui eux ont fait le même constat. C'est-à-dire que Mani, il ajustait ses patients. Et il voyait qu'ils allaient mieux quand ils repartaient du cabinet, ils revenaient 3 mois après avec la même problématique. Ouais. Et Arash voyait qu'avec en fait, il est chirurgien dentiste, que en fait, mettre de l'attention sur les dents, modifier la posture, et parfois de manière positive, et parfois pas du tout de la bonne manière, tu vois. Et en fait, il y avait vraiment une problématique, il manquait une clé. Finalement, on avait tous la quête de ce même réglage, et eux, en fait, on vadrouillait dans le monde entier pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et on crée le système d'alignement neuroémotionnel auquel je me suis formée. D'accord. Et derrière, après ça, moi, j'ai continué à me former et à créer ma méthode pour affiner, enrichir et aller encore plus loin. Tu as parlé de système d'alignement, ça s'appelle comme ça ? C'est une système méthode d'alignement neuroémotionnel. D'accord, voilà. ok. Et donc, moi, j'ai commencé enfin, je les ai rencontrés. Et là, en fait, ils me disent, va chercher un moment de joie. Moi qui étais hyper positive, j'étais incapable de retrouver de la joie. Ouais. Mais incapable. Ouais. J'ai mis 10 minutes à retrouver un moment de joie. Et là, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, il y a un bug, il y a un truc qui ne va pas. Et derrière, ressentir la joie. Mais j'étais incapable. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, la joie ? Je ne savais pas. Tu vois, je n'arrivais pas. Parce que j'étais dissociée. Donc derrière, je me suis formée, j'ai pratiqué cette réactivation de manière intentionnelle avec, tu vois, des séquences extrêmement millimétrées pour recréer le circuit du bien-être dans mon corps. Mais je l'ai fait de manière, mais comme une obsédée, tu vois. Enfin, vraiment. Donc, tu reconditionnes tout mon système nerveux. Tout le système nerveux. Neuro-émotionnel. Parce que tu le sais, tes émotions génèrent quelque chose dans ton système nerveux, déclenchent une chimie corporelle. Et donc, moi, j'ai pratiqué ça de manière extrêmement intensive, avec du suivi en ostéopathie en parallèle, avec, tu vois, pour travailler à la fois sur la posture, mais également sur le système nerveux, tu vois, sur tout. Ouais. Je serais curieuse que vous nous disiez si vous arrivez à ressentir un peu de joie. Notez-nous en commentaire quel est le moment de joie. Tu sais que c'est un mot que j'utilise dans mes cours. Ouais. Quand on commence le cours, moi, j'utilise l'odorat. Allez chercher votre bonne odeur, un petit sourire sur le visage. Allez chercher un moment de joie. Et souvent, je ne sais pas toi, mais moi, j'invite à ce que ce moment de joie ne soit pas un moment extraordinaire. Oui, juste un moment de la vie de tous les jours. Ouais. Le soleil sur sur la peau. Ouais, c'est ça. T'as plein de types de joie. Oui. Et t'es pas obligé d'aller choisir une joie euphorique où t'es en train de te marrer avec tes copains. Ça peut être ça, mais ça peut être un coucher de soleil, comme tu l'as dit, le soleil sur ta peau, l'odeur du café. Regarde notre enfant sur nous. C'est marrant parce que moi, je le fais, en fait, c'est ce que j'appelle la box de sécurité. D'accord. Tu vois, c'est dans mon programme, il y a un espace où je t'amène à aller chercher des marqueurs sensoriels que tu peux réactiver, tu vois, de manière instantanée. C'est-à-dire que tu as ta petite box dans ton téléphone avec ces 5 sens, ces 5 moments extrêmement précis. Et tu te sens en insécurité dans un endroit. Hop, tu allumes ton téléphone, tu as ta box, tu as juste à réactiver par tes 5 sens. Et en moins de 5 minutes, tu te remets en sécurité. Bien sûr. Oui, tu indiques à ton air vague. J'ai vu d'ailleurs que tu avais reçu la personne avec qui j'ai fait la formation de théorie polyvagale. C'est ça, en fait. C'est notre nerf vague qui va venir nous remettre en sécurité à travers notre corps, nos sens. Et donc, comme tu disais, remettre ensemble, corps-esprit, où tu étais dissocié et du coup, tu as réussi grâce à ça. Donc, tu t'es d'abord entraînée sur toi. Ah, je me suis entraînée sur moi. En fait, j'ai appliqué pour moi. Ouais. Tu sais, tu peux pas sortir d'une relation toxique tant que tu retrouves pas estime et confiance en toi. Donc, moi, j'ai travaillé, en fait, tous ces muscles de manière millimétrée. Tu sais, je remarque que beaucoup de gens, finalement, au niveau émotionnel, sont assez binaires. C'est je me sens bien, je me sens mal. C'est noir, blanc. Sauf que, en fait, il y a des personnes qui ont accès aux couleurs primaires. Tu vois, ils ont un peu plus de subtilité. Mais on peut aussi avoir accès à une palette extraordinaire de couleurs, tu sais, avec la subtilité du bleu roi, du bleu majorel, du rouge vermillon, tu vois, et d'aller du rouge coquelicot, tu vois, dans des subtilités à l'intérieur de toi qui enrichissent ta vie, en fait. Oui, tout à fait. Parce que tu goûtes à des saveurs émotionnelles
qui rendent ta vie multicolore, tu vois, mais vraiment dans une autre dimension. Et on est une machine, moi je répète sans cesse, on est une machine formidable et on est aux prémices des connaissances, du pouvoir du cerveau, sur l'émotion évidemment comme toi, et moi sur le corps, le musculaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est vraiment, je suis persuadée que c'est 10% de ce qu'on racontera plus tard. On est vraiment au début. Pour l'instant, alors les personnes vont dire, mais scientifiquement, c'est prouvé. En fait, la science, elle met du temps à prouver tout ça. Mais déjà, moi, j'invite tout le monde à sentir dans son corps. Son corps. Il n'y a pas besoin de preuves scientifiques. C'est la meilleure des choses, c'est comment on se ressent déjà chaque matin. Alors si, c'est prouvé scientifiquement au niveau émotionnel. Oui, en fait, tu fais... J'ai vu justement des études sur justement mesurer, tu vois, le taux vibratoire d'une personne en fonction de ses émotions. Et ce qui est super intéressant, c'est que, bon, on le sait, les émotions de mal-être, tristesse, colère, impuissance, frustration, peur, anxiété vibrent très bas. Oui, alors explique-nous ça. J'ai vu les vibrations, ça je connais pas les vibrations des émotions. Ouais. Et en fait, ça c'est mesurable scientifiquement. Tu prends des appareils, tu peux mesurer le champ vibratoire d'une personne en fonction de son émotionnel. En fait, ton corps capte en quelques millisecondes l'ambiance d'une pièce. Ensuite, il faut entre 50 et 100 millisecondes pour que ton corps en fait ressente le signal. Et après, il y a entre 200 millisecondes et un peu plus pour que ton cerveau interprète le message que ton corps a reçu. Donc, quand tu es coupé de ton corps et que tu fonctionnes qu'avec ton cerveau, tu te coupes d'une quantité d'informations phénoménale. Ça, c'est la première chose. Tu vois. La deuxième chose, c'est que tu peux effectivement mesurer le champ vibratoire d'une personne en fonction de ses émotions. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a une étude qui a été faite où ils ont interrogé des personnes sur leur vie en mesurant ce champ vibratoire. Et ils se sont rendus compte que, effectivement, quand une personne raconte des événements tristes, des deuils, la vibration chute. Quand une personne raconte des événements où elle est profondément ancrée dans la joie, la gratitude, l'amour, son champ vibratoire monte. D'accord. Mais il y a une chose qui va beaucoup plus loin, c'est que quand ils ont étudié les conversations en fonction des fréquences vibratoires, effectivement, les émotions, c'était cohérent. Mais il y avait des moments où il y avait des pics qui montaient beaucoup plus haut que l'amour et la gratitude, mais dans n'importe quelle conversation. C'était très aléatoire. Et en fait, ils ne comprenaient pas. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils se sont rendus compte en analysant que c'était les moments où la personne était justement alignée pleinement dans son authenticité. Et c'est là où tu vibres le plus haut. Mais pour arriver à ces moments de pure authenticité, en fait, il faut être... Tu vois, avoir intégré son corps et connaître ce que c'est que l'alignement et la justesse. Oui, et puis il faut être en paix avec ce qu'on est, et se trouver suffisant. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui est... Tu peux être triste et aligné, en fait. Oui, tout à fait. Et accepter cette tristesse. C'est exactement ça. Je ne suis pas toujours au top et je ne suis pas toujours suffisante. Peu importe. C'est ça. Peu importe, en fait. C'est déjà pas mal pour cette vie-là. C'est déjà pas mal. Et ce que j'ai compris, c'est que quand on apaise le corps émotionnel, on remet de la vie dans la vie. Tu vois, on a de nouveau des envies, des désirs. On sait, tu vois, c'est ce qui est bon pour nous. Et ça prend combien de temps ? Ça t'a pris combien de temps de rééquilibrer ? Il faut entre 6 et 18 mois pour reprogrammer le système. Donc c'est tout à fait... En travaillant tous les jours sur ce Oui, sur en fait, technique. c'est de l'hygiène émotionnelle. C'est ça. Vraiment de l'hygiène. Tu te brosses les dents tous les jours. Tu manges à peu près équilibré tous les jours. Tu fais tes petits exercices tu vois, de fitness, d'entretien corporel. Là, c'est la même chose. Mais c'est au niveau émotionnel. Et ça prend pas longtemps. Hein. Et après, ton corps est tellement habitué que tu les fais même de manière inconsciente. Et l'idée, c'est ça. C'est d'arriver à ce que ton corps, au niveau inconscient, switch et que ta norme, ton signal de référence, ce soit le bien-être. Et dans ce cas-là, tu vas vivre des épreuves, tu vas avoir des challenges dans la vie. C'est tout ton système qui va aller chercher des stratégies inconscientes pour te ramener le plus vite possible dans le bien-être. Donc, tu deviens beaucoup plus résilient et tu peux... Adaptable. C'est ça. Et tu peux gérer un niveau de complexité dans ta vie, et en tant que dirigeant, entrepreneur, toi, qui sont beaucoup de mes clients, qui est inaccessible quand ton système n'a pas cette structure. Oui, et tu dis également dans ton livre, tu me dis si je me trompe, mais que finalement, on est confortable parfois dans l'insuccès et on n'aime pas aller dans une zone où on serait moins confortable. Ça se rééduque, c'est-à-dire qu'on est en train de dire là, mais on irait... c'est-à-dire, le corps nous ferait croire qu'on serait mieux dans le stress. Parce que c'est sa norme. En fait, le corps va toujours aller au plus simple.
Donc, ce qu'il connaît, c'est sécure. Même si, tu vois, par exemple, si on parle de l'attachement, d'un attachement, dans les couples dysfonctionnels, tu peux avoir un attachement pour des personnes qui sont nocives pour toi. Mais comme c'est ta norme, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui va être gentil, qui va te faire du bien, en fait, tu vas finir par le rejeter. Parce que ton inconscient a engrammé que ta norme pour être aimé, c'était d'être agressé ou d'être maltraité. Ah, tu as raison. Souvent, on voit aussi des femmes, certaines de mes amies, quand j'étais plus jeune, attirées toujours par des personnes qui... Ça allait pas. Et elles ont beau faire des efforts, se dire maintenant c'est terminé, c'est un programme inconscient. Okay. Et en fait, ce que j'aime avec ces outils que je propose, c'est que tu peux reprogrammer ton inconscient de manière autonome. Tu n'as plus besoin d'aller voir un thérapeute. En fait, il y a un truc qui ne te plaît pas, tu vas aller chercher en fait, du coup, l'opposé, c'est-à-dire ce que tu désires vraiment. Et avec les petits outils que je donne, qui sont comme des petites méditations séquencées, tu vois, des audios, tu vas pratiquer jusqu'à ce que, en fait, en passant par le corps, tu as un accès à ton subconscient qui est beaucoup plus rapide qu'en passant par le mental. C'est pour ça que la psychanalyse, ça prend des plombs. En fait. Oui, ça prend du temps. Mais alors, donc toi, tu as eu ce coach. Je me mets à la place d'une personne, d'une femme qui nous écoute là. Elle se dit, je me reconnais quand même. Peut-être que je suis dans une relation toxique, peut-être que je suis dans l'insuccès. Mais elle va pas avoir cette phrase de la coach. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme... je sais pas, comme signal qui la mettrait en alerte et en disant attention, il faut que je fasse cette reprogrammation. Ouais. Quel est ton niveau de désir entre 0 et 10 ? De continuer la vie que tu mènes aujourd'hui ? Quel est ton niveau de bien-être entre 0 et 10 ? Quand tu te vois continuer la vie que tu mènes aujourd'hui ? Et quel est ton niveau de certitude entre 0 et 10 que cette vie est bonne pour toi ? Si tu es en dessous de 8 sur 10, à l'un des 3 ou au 3, ça dit quelque chose de très fort. Bon, vous nous mettez les résultats. Donc, entre 0 et 10, tu as dit ? Niveau de bien-être. Niveau de bien-être. Dans cette vie-là. Ouais. Ton niveau de désir de continuer cette vie-là. OK. Et ton niveau de certitude que c'est bon pour toi de continuer cette vie-là. Et tu peux le spécifier à ton travail, ton couple, tes finances, ta santé. C'est déclinable dans toutes dans tous les domaines. Ouais. Et il faut avoir une moyenne de 8 sur 10 au en minimum. fait, si tu es à plus de 8 sur 10, à 8 minimum dans les 3, tu es bien dans ta vie. Si tu es en dessous de 8 sur 10 à l'un des 3, il y a un réglage à faire. Donc à ce moment-là, tu vas te demander qu'est-ce qu'il faut que je modifie, que je change, que j'ajuste pour être à 8 sur 10. Déjà, tu vas avoir des réponses. Et si tu es en dessous de 8 et en dessous de 5 même au 3, il y a urgence, demande de l'aide. D'accord. Il faut se faire accompagner. Ouais, en fait, tu peux ne pas te faire accompagner, mais tu vas gagner 10 ans en te faisant accompagner. Tu iras beaucoup plus vite et ce sera plus doux pour toi parce qu'il y a des gros changements à mettre en place dans ta vie. D'accord. Et est-ce que tu penses que ces personnes, donc du coup, c'est peut-être parce qu'on a un mauvais résultat ? Moi, je suis quand même assez stupéfaite. Je trouve qu'il y a des personnes qui sont brillantes et qui ne réussissent pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles répondent pas à 8 sur 10 et que c'est pas aligné ? Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être parce qu'elles n'ont pas les bonnes stratégies. Tu vois, c'est basique, mais parfois, il y a des personnes qui ne savent pas communiquer. C'est des expertes dans leur domaine, mais elles n'ont jamais appris à communiquer sur ce qu'elles faisaient. Et du coup, elles sont hyper maladroites et ça ne matche pas. Tu vois, c'est des experts, leur audience, elle est là, ou leurs clients potentiels sont là. Elles se positionnent en tant qu'experts. Et les gens se disent « Waouh, elle est super cette nana » ou « Il est super ce mec », mais il est inatteignable. Et elles n'ont jamais appris à connecter avec leur audience ou avec leurs clients potentiels pour ensuite les amener dans leur monde. Et ça s'apprend. Donc ça peut être une première chose. La deuxième chose, il peut y avoir des réglages inconscients avec une non-autorisation à réussir. Et ça se travaille. La troisième chose, c'est la personne n'est pas alignée, elle n'est pas à sa place. Tu peux être très bon. Elle a un masque. Elle a un masque. Tu peux être très bon dans un domaine, mais tu n'es pas à ta place. Ouais. Tu vois ? Et dans ce cas-là, en fait, la vie va tout faire pour te ramener dans ton axe. C'est ce que je trouve merveilleux dans la vie, en fait. Ouais. Et donc, c'est pareil, là, soit tu entends et tu commences à écouter ton corps et tu reconnectes avec ce que tu devrais entendre que tu n'entends pas, soit tu es un peu dans le flou et tu demandes de l'aide. Aujourd'hui, il y a tellement de manières de se faire accompagner pour mieux se connaître, parce qu'un individu qui se connaît, qui a une intelligence émotionnelle, tu vois, qui est comprise, qui est bien dans son corps, en fait, il a tout
Tu vois, il a tout pour se driver tout seul. Il n'a plus besoin de personnes extérieures pour lui dire, toi, t'es fait pour ça, ça serait mieux pour toi. Non, tu le sais, c'est à l'intérieur de toi. Ouais, tu sais là où tu dois aller. Et je pense qu'il faut vraiment rendre le pouvoir aux gens. Et ça, c'est un des travers du développement des personnels, finalement, que je dénonce, c'est toujours plus, il en faut toujours encore. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, à partir du moment où j'ai compris tout ça, comment fonctionnaient mes émotions, qui j'étais, quels étaient mes dons, tu vois, ce pourquoi j'étais douée naturellement, mais je n'attends plus de l'extérieur qu'on me dise, mais toi, c'est ça. En fait, j'ai plus besoin. Oui. J'ai besoin qu'on te valide, en fait, ouais, tu sais. Ouais. Et quand tu es boulimique de livres de développement personnel, souvent, ça dit quelque chose. C'est que tu attends encore de l'extérieur qu'on te donne les réponses. Ouais, le pouvoir est à l'intérieur. Ouais, vraiment. Ouais, tout à fait. Et dans le mot développement personnel, j'entendais une interview... je sais plus, je crois que c'était un neurologue qui disait que le problème dans le mot développement personnel, c'est personnel. Parce qu'en fait, et ça m'a résonné, tu vois, c'est un mot qui a résonné parce qu'on ne se développe qu'avec les autres. Je suis entièrement d'accord. En fait, c'est ce que j'explique à mes clients. Je leur dis, en fait, tout le travail qu'on fait de retrouvailles avec toi-même, c'est ensuite pour mettre tes dons et tes talents au service du monde en connectant avec les autres humains. Et pourquoi j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants ? C'est que je sais que ces personnes-là, si elles se réalignent, derrière, c'est des milliers de personnes qui sont impactées et qu'elles vont pouvoir accompagner dans cette justesse, en fait. Tu vois, la qualité la plus, à la fois la plus difficile à incarner et en même temps la plus épanouissante, c'est la justesse. Ouais, l'authenticité. Tu as des exemples, sans nous citer de noms, mais de grands chamboulements de chefs d'entreprise qui... Ah ouais. J'ai une cliente là qui est un très bel exemple, qui est une profession libérale et qui a hérité du cabinet de son papa qu'elle gérait avec son frère. Et son père est décédé, son frère est parti, elle a racheté les parts, etc. Et en tant que femme, tu vois, elle portait le poids à la fois de l'héritage et en même temps cette incertitude de est-ce que je suis à la bonne place. Le cabinet était en perte de vitesse, elle était limite en burn-out. Et on a fait tout un travail de retrouvailles vraiment avec elle-même, de qui elle était, ce qui était juste pour elle, mais elle a complètement transformé. Déjà, elle est rayonnante, lumineuse, hyper sexy. Enfin, tu vois, elle a retrouvé son énergie. Physiquement, ça se voit, le changement se voit aussi physiquement. Son cabinet, du coup, a suivi, tu vois, est reparti. Ouais. Et le plus fou dans cette histoire que je trouve absolument merveilleuse, tu vois, j'en ai encore des frissons, c'est qu'elle était séparée divorcée depuis 3 ans. Et son ex-mari était l'amour de sa vie. Et elle était l'amour de la vie de son ex-mari, tu vois. Et en fait, elle a fait un tel travail de retrouvailles avec elle-même et sans le savoir, son mari a fait le même, son ex-mari. Ils se sont remis ensemble. Incroyable. Mais c'est un couple qui sonne très juste. Ce ne sont plus les mêmes personnes. D'accord. Tu vois. Et alors, c'est une histoire exceptionnelle. C'est extrêmement rare et c'est pas forcément souhaitable de se remettre avec son ex. Non. Mais là, c'est vraiment une histoire qui sonne très juste. Et c'est tellement beau de voir une personne, une dirigeante, tu vois, qui retrouve sa lumière. Oui. Et du coup, sa performance derrière, son équilibre de vie, même sa relation avec ses enfants a changé. Ouais. Tu dirais ça, de toute façon, finalement, tu vas peut-être traiter, on vient te voir peut-être pour une carrière, de la réussite, de l'entrepreneuriat, mais au final, ça va résonner sur la vie entière, sur la relation de couple, sur l'amour, sur les enfants, sur l'amitié peut-être même aussi. Ouais, en fait, les personnes viennent me voir généralement pour... une problématique business ou une problématique qui a une répercussion sur le business. Mais on travaille toutes les sphères de vie. Moi, je suis vraiment... c'est comme si j'étais un petit satellite qui observe en permanence l'équilibre global du dirigeant que j'accompagne pour m'assurer qu'il ne va pas y avoir un appel d'air quelque part qui va tout foutre en l'air. Tu sais, on voit souvent des dirigeants qui laissent de côté, tu vois, un entrepreneur, généralement... Sa priorité, c'est de développer sa boîte, son business, parce qu'il kiffe, il adore, si ça l'épanouit, etc. Sauf que si tu laisses de côté trop tes autres sphères de vie, tu ne te rends pas compte que tu fragilises ta boîte. Et ça, je le vois mais énormément, que ce soit ta santé physique, ton couple, même ta relation avec tes enfants, tes connexions aussi avec tu vois, ta vie sociale. Tu prends des risques. Oui, et d'ailleurs, j'ai écouté il n'y a pas longtemps l'interview d'un entrepreneur qui disait « Ouais, moi, dans mes sphères de vie, j'étais hyper carré. C'est mon business, ma santé physique, parce que c'est en lien avec mon business, donc le sport, voilà. Et après, ma femme. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa femme, sa boîte, sa carrière s'est développée aussi. Elle a commencé à être moins présente. Et en fait, elle a commencé à bouger aussi, à voyager. Et s'est retrouvée pendant quelques jours, quelques semaines, un peu tout seul le soir.
Il s'est rendu compte qu'il avait moins d'élan pour son business, moins de créativité, qu'il avait moins d'énergie. Et en fait, il s'est dit, mais en fait, qui tient tout ? C'était elle. C'est elle. Ouais. C'est notre relation de couple. C'est mon amour. C'est notre amour, tu vois. Et si ça se casse la figure, en fait, tout le reste perd. Mais c'était pas la partie visible. Mais il a fallu qu'il vive ça pour qu'il s'en rende compte. Ouais. Donc, comme quoi, tout est vraiment important. Ouais. Oui, je comprends. Et est-ce par contre, peut-être le risque dans tout ça, tu me dis si je me trompe, mais est-ce que si on veut pas être performante partout, ça va pas nous submerger à un moment donné de trop d'injonctions En fait, il s'agit pas de se foutre une pression sur les épaules, c'est simplement de se dire, OK, qu'est-ce que je désire ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Et dans quel équilibre je me sens bien. Et tu vois, le fait de mettre des notes, d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise à l'hôpital, c'est pour les enfants ou même pour les adultes, pour savoir quel niveau de douleur la personne a. Oui. En fait, le chiffre que tu donnes, il sort tout seul, il s'impose à toi. Et bien là, c'est pareil, on n'est pas dans une histoire de performance, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi dans ton équilibre de vie. Et ce qui est juste pour toi ne sera pas du tout la même chose pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment très personnel. Donc, c'est pas de la performance, là, c'est qu'est-ce qui est juste et bon pour moi. Un équilibre. Ouais, c'est vraiment un équilibre. Tu dis également, la vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te renvoie ce que tu émanes. C'est sympa, ça, comme phrase. Moi, ça m'a beaucoup parlé, mais... Mais en fait, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, on émet tous une fréquence. Et ça, c'est mesurable, c'est scientifique. Tu as senti quand tu es arrivée chez moi nos fréquences, là, on était avec ma fille, tu as senti des fréquences? Oui, en fait, tu le sens que tu le veuilles ou non. D'accord. Tu vois, ouais, okay. Tu le sens. Et la vie que tu as aujourd'hui correspond au signal que tu émets. Donc, si ta vie te convient et si tu es heureuse, c'est que tu émets un signal qui est juste et qui te convient. Par contre, si dans ta vie aujourd'hui, ça ne te plaît pas, c'est qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur. Et ce que j'ai compris, en tout cas ce que j'utilise aujourd'hui, et ça va encore évoluer, ce qu'on disait tout à l'heure, ça va très vite, et on va comprendre encore plus de choses sur l'humain. Ce que j'ai compris, c'est que quand on arrivait à reprogrammer son système, tu vois, neuro-émotionnel, on arrivait à changer sa fréquence. Tu vois ? Quand tu vibres l'amour et la gratitude pour ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie, c'est tout ton monde qui change. Quand tu vibres la frustration, la tristesse, l'impuissance, en fait, c'est comme si tu subissais ta vie. Et plus tu es dans ces vibrations-là, plus tu es sur le nid de la peur et de l'anxiété. Et du coup, tu vas attirer dans ta vie énormément de peur et d'anxiété. Ça, c'est la partie sur laquelle on a du pouvoir dans notre vie. Après, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Tu vois. C'est ce que j'allais dire. Quelqu'un qui... Est-ce que les biens matériels aussi, tu vois, est-ce que si on vit dans un quartier qui n'est pas sympa, dans un appartement qui n'est pas lumineux, là, tu vois, on a beaucoup de... Enfin, moi, je trouve que j'ai énormément de chance. Je suis toujours dans des endroits qui me... Pas forcément luxueux, mais qui me plaisent et qui m'émerveillent, à chaque fois. Mais je sais, par contre, que dans les personnes qui nous écoutent, malheureusement, certains sont peut-être dans des endroits qui n'apprécient pas, mais ils n'ont pas le choix matériellement. En fait, tu peux vivre dans un quartier qui n'est pas ton quartier rêvé, mais avoir énormément de gratitude pour ce logement que tu as et en faire un petit cocon. Et là, tu vas commencer à changer ta fréquence. Tu vois, nous avec mon conjoint, on vient d'acheter une maison qui est absolument magnifique, mais vraiment qui est sublime. Et avant, on a eu une période intermédiaire où on était dans une maison qui était très mignonne, mais qui était beaucoup trop petite. Enfin, moi, je ne pouvais pas me déployer dans cette maison. Je me cognais au mur, tu vois. Tu avais besoin d'espace. J'ai eu un moment de frustration, tu vois. Je me disais, et on visitait des maisons et on ne trouvait pas. Et tu vois, j'étais plus dans cette maison, je la rejette. Et en fait, je sais comment ça marche. À un moment donné, je me suis dit, non, mais tant que tu n'auras pas de la gratitude pour cette petite maison que tu as et que tu n'en prendras pas soin comme tu as envie d'en prendre soin, etc., ça ne bougera pas. Et finalement, je suis arrivée à un moment où je serais restée dans cette maison. En fait, j'étais remplie de gratitude et j'étais heureuse. Et c'est à ce moment-là où ça a bougé. Ouais, c'est marrant. C'est dingue, ouais. C'est aussi peut-être, alors ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à quelqu'un qui attend d'être enceinte et ça marche pas. Et à un moment donné, elle se dit, bon, allez, tant pis, c'est pas grave, j'aurai peut-être pas d'enfant. Et paf, c'est là où ça arrive. Oui, où finalement, tu te dis, OK, dans quel espace de ma vie je suis féconde. Ouais. Tu vois, et tu vas nourrir ces espaces-là et finalement avoir de la fierté pour la femme, la fécondité que tu as en tant que femme, la fierté pour tout ce que tu crées, tout ce que tu construis et finalement la fierté pour cette femme féconde que tu es déjà et être remplie d'amour et de gratitude. Et tu vas remplacer la tristesse et la frustration de la maternité sous une forme que tu désires pour la reconnaître sous une autre forme. Et souvent, ça débloque pas mal de choses. Après, ça ne veut pas dire... il y a des femmes qui n'auront jamais d'enfants. Il y a celles aussi qui n'en veulent pas. Et c'est un exemple. Mais je dirais que s'il n'y a plus de vide à l'intérieur de toi,
c'est que de l'abondance, l'abondance attire l'abondance. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et ça, mais je l'ai tellement vérifié avec moi, avec mes clients. Ça t'empêchera pas d'avoir des épreuves, mais ça les rendra un peu plus douces. C'est le pouvoir un peu de l'intention, en fait, aussi. Hein. C'est ce pouvoir aussi, quand on a envie tellement de quelque chose, parfois, tu te lèves le matin, tu dis « Ah, j'aimerais ça », et paf, ça arrive. Alors, l'intention mentale ne suffit pas. C'est l'intention du cœur. Le cœur est entre 5, et ça dépend des études, mais entre 5 et 8 000 fois plus magnétique que le cerveau. Donc, si tu poses une intention juste avec ton cerveau, bon, ça peut le faire. Par contre, si tu poses une intention, tu vois, et que tu laisses tomber ton cerveau dans ton cœur et que tu la ressens. Quand tu dis cœur, tu parles émotion. Ouais, c'est là, tu vois. Ouais. Tu sens vibrer, voilà, parce que c'est pas le cœur, le muscle. Le cœur, le muscle, oui, on est bien d'accord. On est d'accord. Lui, il est incontrôlable. Même si le cœur, le muscle est impacté par ton émotionnel. Tu vois, j'ai une de mes clientes qui a quand même fait un infarctus lié à une vraie problématique de cœur dans sa vie. Tu vois, il y avait un lien entre l'émotionnel et le... Il y a déjà un lien par ce nerf vague qui donne et qui arrive sur sa partie dorsale, qui arrive au-dessus de la poitrine. Et on est lié, évidemment, par les émotions jusqu'au cerveau, à nos organes vitaux, de toute façon. Donc, il peut y avoir un rapport. Non, c'est évident. Ce que tu peux nous dire aussi, j'ai beaucoup aimé ta phrase, le pouvoir de dire non aux choses, c'est pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. C'est-à-dire, c'est une idée qui me parle beaucoup aussi, c'est de faire de la place. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que toi comme moi, on a des clients ou des clientes qui sont adorables. On a des gens qui sont vraiment gentils et pour qui se prioriser n'est pas une évidence naturelle au départ. Et des personnes qui vont tendance à dire oui alors que c'est pas juste. Et tu vois, au lieu d'être gentil, il faut apprendre à être juste. Parce que quand tu te respectes pas, finalement, tu respectes pas l'autre non plus parce que tu vas lui donner une information erronée. Je vais prendre un exemple très concret. C'est dans les couples. En début de relation, et j'avais le cas justement avec des clientes avec qui je parlais avant-hier, elles me disaient « Ouais, j'en ai marre de me taper toutes les corvées. C'est toujours moi qui prends tout, qui doit tout gérer. » Je dis « Mais comment c'était au début de la relation ?» Et si en fait, tu as tout pris en charge comme ça, de manière injuste, parce que tu voulais être gentil, parce que tu voulais prendre soin d'eux, parce que tu avais envie d'être aimé. Et finalement, tu as mis un curseur trop loin par rapport à ce qui était juste pour toi, tu en as trop fait. Et du coup, tu as habitué, alors en l'occurrence, c'était des femmes, ton compagnon ou ton conjoint à quelque chose de faux. Mais lui, il ne le savait pas. Oui, peut-être il faut verbaliser aussi et dire non. Non, et il ne le savait pas. Donc là, tu lui reproches des choses que finalement, tu as mis en place toute seule. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de culpabiliser et tout prendre, mais simplement déjà de revenir au centre et te dire, oui, là, j'étais un peu too much, je ne me suis pas respectée et j'aurais dû dire non et j'ai dit oui et ce n'était pas juste. Et avoir ensuite cette conversation avec ton compagnon ou ton conjoint et lui dire, tu sais, je crois que je suis allée trop loin. Et là, je sens que j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de réajuster. Et vous allez définir ensemble les nouveaux codes. Et tu vas apprendre à dire non pour te dire oui à toi. Ouais, et la relation, relation sera gagnante. Et tu parlais, tu as dit cliente et tu parlais d'une femme, c'est parce qu'il y a plus de femmes qui sont dans ce cas, qui n'osent pas dire non. Non, il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes, vraiment. Il y a des hommes qui sont exactement... On parle beaucoup de la charge mentale chez les femmes, qui serait plus... Ce qui n'est pas forcément mon ressenti moi, dans ma vie, mais souvent les femmes disent qu'elles ont plus de charge mentale, que c'est encore la femme qui fait tout au niveau des enfants, de la famille. Ça, tu le vois, toi en fait, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais on se colle ce rôle-là aussi toute seule. Tu vois, à un moment donné, si dès le départ... c'est juste pour toi de répartir les charges, c'est-à-dire ton conjoint, il gère tous les rendez-vous médicaux, les activités des enfants, toi, tu gères plus la logistique avec les maîtresses, comment les habiller. Enfin, tu vois, tu répartis, ça peut s'équilibrer, mais je pense qu'en tant que femme, on a tellement à cœur de bien faire les choses qu'on s'en colle trop, en fait.
tout se joue, quand je t'écoute, je me dis que tout se joue peut-être au début de la relation. Ouais. Hein, c'est ça, et c'est vrai qu'au début, on est amoureux, C'est ça. donc on veut que l'autre nous aime bien, on veut peut-être paraître... Moi, je déteste je sais pas ce que tu en penses, mais je déteste cette phrase, la meilleure version de soi-même. Alors moi, celle-ci, elle m'agace profondément. Je suis moi-même et ça sera déjà suffisant pour cette vie. Alors, et moi, il y a cette phrase-là, et il y en a une autre, c'est « Non, mais je dois guérir ça pour pouvoir, ou je dois changer cette part de moi pour pouvoir réussir. » En fait, non, ce que tu es suffit, là, maintenant, tout de suite. Et de toutes les personnes qui réussissent, et aussi toi comme moi, on n'est pas parfaite. On a nos failles, on a nos blessures, on a... voilà, on est humaine, en fait. Et ce que tu es suffit. C'est ça. Alors, peut-être, c'est vrai qu'on fait peut-être tout ça au début des relations. Peut-être on veut faire trop bien et on a peur peut-être de perdre l'autre. Je sais pas. Je pense qu'en fait, derrière, il y a une peur. Oui, il y a en une peur, l'humain forcément. a un désir viscéral d'être aimé. On a besoin d'amour. D'ailleurs, c'est prouvé, c'est pareil. J'en parle dans mon livre de cette étude absolument ignoble où on a pris des bébés et on a juste pris soin de leurs besoins physiologiques, tu vois, sans prendre soin de les caresser, leur parler, leur faire des câlins, etc. Et ils sont quasiment tous morts. Ouais. En fait, l'humain a besoin d'amour, a besoin de connexion. C'est ça, et c'est cette peur. Et cette peur fait que, comme on a peur d'être rejeté, ou peur d'être abandonné, ou peur de ne pas être aimé, finalement, on va en faire trop. Trop, qui nous fera du mal après. Et est-ce que, donc, si ces femmes sont dans ce cas-là, peut-être, je pense que certaines qui nous écoutent ont peut-être ce sentiment, est-ce qu'on peut faire marche arrière ? Qu'est-ce qu'on fait ? On parle avec notre conjoint en disant, écoute, il faut que je te parle. Alors, il faut parler. Il y a des conjoints qui ne seront pas ouverts à ça. Mais parler et surtout apprendre à se combler soi-même pour ne plus attendre de l'autre qui comble ce vide qu'on a. Une partie de nous. Ouais, c'est ça. Et c'est agréable pour personne d'être un bouche-trou, tu vois. Et souvent, dans la dépendance amoureuse, il y a « j'attends que l'autre comble mon vide d'amour », tu vois. Mais si je commençais par m'aimer un tout petit peu, tu vois. C'est pas dans une histoire narcissique. C'est juste, tu es pas pire qu'un autre, t'es pas moins aimable que quelqu'un d'autre. Il y a des facettes chez toi qui sont super adorables, il y a des facettes chez toi qui sont extraordinaires. Mais si toi, tu les vois pas et que t'attends que ce soit les autres qui remplissent cet espace, c'est pas agréable pour les autres. Et surtout, tu leur mets une pression et un sac à dos à porter qui est beaucoup trop lourd pour eux. Et c'est peut-être pour ça qu'ils partent. Enfin, Ou qu'à un moment donné, ça les saoule. Ça marche pas. Je pense à ces femmes aussi, ça a été mon cas où j'étais un peu déstabilisée, où mes 2 filles sont parties de la maison. Parce que le fameux syndrome, tu vois, du nid vide, moi, ça n'a pas duré très longtemps parce que c'est vrai que j'ai toujours ma passion. Ma passion, c'est le corps, c'est le mouvement. Donc ça m'a toujours sauvée de tout. Mais est-ce que tu as des conseils pour ces femmes qui peut-être vont traverser ça ? Est-ce qu'on peut l'anticiper déjà ? Parce que si elles ont des enfants qui ont 18 ans, ils ne sont peut-être pas encore partis. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ressent ? Parce que c'est vraiment... moi, je l'ai senti senti dans mon ventre. Et je me suis dit, ah ouais, il y a une espèce de tristesse. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'était OK avec cette tristesse. J'ai le droit d'être triste 15 jours. Ça m'a duré 15 jours. Et après, je suis venue les rejoindre à Paris. C'est un peu ça. Je suis venue les rejoindre. Tu as trouvé un autre équilibre. J'ai trouvé un autre équilibre. En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai été un peu dans le déni pendant longtemps tu vois, de regarder ça en face, et je me suis autorisée il n'y a pas si longtemps que ça à me dire oui. Tu as 5 enfants, ils ont quel âge tes enfants? Ma dernière a 18 ans. D'accord. Et mon aîné a 26 ans, bientôt 27. D'accord. Donc, très rapproché, 5 enfants. Ouais. Et en fait, c'est un deuil. C'est un vrai deuil. Je ne crois pas que tu puisses l'anticiper tant que tu ne le vis pas. C'est comme si tu me disais, est-ce que je peux anticiper la mort de mon chien ou la mort d'une personne que j'aime ? Non, tu ne peux pas anticiper, il ne faut pas, ça ne sert à rien. Vis ce que tu as à vivre avec tes enfants, tant que tu as à vivre. Mais c'est des vraies étapes dans la vie d'une femme. C'est comme si la maternité, en tant que maman, parce qu'après, il y a une autre maternité, tu deviens grand-mère, tu vois, tu as d'autres choses. Mais c'est fini, tu vois. Ah oui. Ouais. Et c'est vraiment une étape, et c'est pour moi je vis ça, enfin tu vois, j'ai comme un deuil. Donc tu passes par toutes les étapes du deuil, tu vois, le déni, la tristesse, l'impuissance, la colère, et puis l'acceptation. Et il faut se laisser le temps et surtout accepter de ressentir. Ouais, Et c'est un moment où justement tu peux aussi, et je pense que c'est plus violent quand tu as nourri que ta phase maternelle. Une femme, c'est pas qu'une mère.
Une femme, c'est une businesswoman, c'est une amante, c'est une amie, c'est une fille. Et en fait, je crois qu'il faut nourrir toutes nos facettes de femmes. Plus tu les as nourries de manière équilibrée, plus la transition sera douce. Ce qui t'empêchera pas de faire ton deuil de la maternité, hein. Enfin, de la maternité, d'être maman et de prendre soin au quotidien de tes enfants. Prendre la charge, en fait, c'est vrai que ce qui change, moi, je m'étais dit le matin, moi, c'était un peu un moteur. Ouais, un moteur, tu te lèves parce que... Alors oui, évidemment, tu ne les habilles plus, tu les laves plus, ils sont grands, ça c'est fait. Mais c'est quand même un moteur, tu sais pourquoi tu vas travailler. Et il a fallu que je me repose la question de dire, mais pourquoi tu vas travailler en fait. Parce que moi, en plus, j'étais chef de famille, tu vois, j'étais seule avec mes enfants, donc j'allais travailler. Oui, le sens. Voilà, pour gagner notre nourriture, pour gagner notre logement. Et là, j'avais une petite perte de sens. Je me suis dit, mais est-ce que c'est utile vraiment de Mais c'est une vraie période d'ajustement. Vraiment, ce moment-là. Et comme je te le dis, on ne peut pas l'anticiper. Je crois qu'on peut juste accepter de le vivre, en parler aussi avec des amis, tu vois, qui vivent la même chose. Et ta méthode peut aider ? Ah oui, ça peut aider à passer. En fait, je pense qu'au-delà de pratiquer la méthode, ça change ton regard sur ta vie. Tu vois, c'est une autre manière de te questionner, d'appréhender ta vie. T'apprends à réfléchir autrement et c'est plus doux. Ouais. Et du coup, ça peut aider. Alors, j'anticipe aussi un petit peu, mais ça arrive aussi. Enfin, moi, dans ma vie, c'est arrivé aussi où il a fallu que je prenne soin de ma maman. Tu vois, c'est un âge un peu où nos parents vieillissent, ou sont plus là. Et donc, du coup, je trouve, voilà, c'est très déstabilisant. Tu n'es plus la maman de tes enfants, mais peut-être un peu celle de ta maman. De tes parents, ouais. Voilà. Ouais, en fait, c'est marrant, vers la cinquantaine, c'est vraiment la période des deuils, tu vois. Parce que tu fais le deuil, on vient de dire, de ton rôle de maman en ayant tes enfants à la maison, même si bien sûr tu restes maman. Tes parents, tu les vois vieillir, donc le deuil aussi, tes parents dans la force de l'âge. Et je trouve que c'est aussi un deuil, c'est de voir ses parents vieillir. Ça nous touche. Tu te dis, ils n'ont plus la puissance physique, tu vois, l'élan qu'on leur a connu. Bien sûr, oui. Et pourtant, ce sont les mêmes à l'intérieur. Tu vois, c'est le même cœur, c'est le même... Tout à fait. Et puis, bon, on peut aussi avoir un problème de ce qui est mon cas, de dégénérescence au niveau de... Donc là, c'est pareil. C'est encore un deuil. Tu vois, c'est vraiment cette phase de transition. Je crois que c'est la phase où tu dois accepter de te laisser traverser, de vivre ces deuils sans te noyer dedans. Et c'est là où le fitness neuroémotionnel, si ton corps est habitué à se sentir bien, en fait, tu vas traverser ces moments, mais tu vas revenir dans un état de bien-être beaucoup plus rapidement. Ouais. Puis essayer de trouver, moi, j'utilise aussi, notamment avec ma maman, une nouvelle façon de communiquer aussi. Les sens, le rapport aux sens, les mécanorécepteurs, l'odorat, une nouvelle façon de voir la relation. C'est autre chose et elle n'est pas moins belle, en fait. Simplement avoir la qualité aussi d'observer l'autre et de se dire, est-ce que l'autre est joyeux ? Enfin, je reprends un peu ta joie de tout à l'heure, mais c'est ça qui est important finalement. C'est cet instant de vie, est-ce qu'on le partage dans la joie ? Est-ce que, parce que se rappeler de qui ils étaient, s'il n'est plus, ça sert à rien. Enfin, ça ne reviendra pas. C'est l'instant. Voilà. Et je trouve qu'il faut réécrire, il faut réinventer. Et c'est plutôt chouette d'avoir cette opportunité. En fait, ce qui crée les souvenirs, c'est les émotions que tu vis, en fait, avec les personnes que tu aimes, ou dans des moments de connexion avec la nature. Mais il y a toujours un lien avec soit la nature, soit l'humain. Et pour continuer à mettre des jolis souvenirs dans les tiroirs de nos parents, de nos enfants, c'est OK, qu'est-ce que je vis quand je suis avec eux ? Quelles émotions on va vivre ensemble qui vont faire qu'ils s'en souviendront. Ouais. Et que je m'en souviendrai aussi. Et que moi, je m'en souviendrai. Dans le corps, on sent ce qui s'est passé. Pour terminer, je voudrais juste qu'on parle du courage que tu nommes un peu entêtement. Je pensais que j'étais courageuse et finalement, je suis peut-être juste têtue. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, voir quand est-ce que c'est... Parce que j'imagine que le courage existe vraiment quand même. Oui, et en fait, il faut du courage pour te sentir bien. En fait, le bonheur demande du courage. Est-ce que c'est facile d'accès, le bonheur ? Je pense que le bonheur demande autant d'efforts que le malheur. C'est dur d'être malheureux, ça fait mal. Le bonheur demande du courage, et le courage demande des efforts, de la discipline, et ça, c'est pas sexy, tu vois. Par une bonne intention, parfois, tu te dis, voilà, j'ai tracé ma voie, j'ai fait mes études, j'ai cette posture-là, tu vas te dire, bon, je vais être courageuse, sois pas une feignasse, et reste, tiens. Sauf que entre se trahir soi-même et se respecter, il y a 1 millimètre. Donc, on en revient aux questions que je posais tout à l'heure.
Quel est mon niveau de désir, mon niveau de bien-être, mon niveau de certitude que cette vie est bonne pour moi? Et là, tu auras les réponses. Mais oui, attention. Parfois, ce qu'on nomme courage n'est en fait que de l'entêtement et de l'ego. Je ne veux pas salir mon image et qu'est-ce que les autres vont dire? Mais c'est toi que tu es en train de trahir là. Et ton avis, ton opinion sur le dépassement de soi? Je revois un athlète avec qui je travaillais où on y va, on se dépasse, tout ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça nous... Alors, ça cache quelque chose peut-être? Tu connais le point commun entre la plupart des champions du monde et des sportifs de très haut niveau? Non. C'est la colère. D'accord. En fait, c'est cette colère qui transforme en détermination, donc en une énergie plus positive, qui font qu'ils t'arrivent dans ces états de dépassement extrême. Tu vois, arrive un moment, ils l'ont peut-être réglé leur colère, mais pour en arriver là, à un moment donné, il y a de la colère. Il y a de la colère, ouais. Et donc, est-ce que c'est bon? Si tu vas jusqu'à détruire ton corps, non, c'est toujours pareil, il y a une limite. Mais oui, il faut de la détermination si tu veux avancer dans ta vie. Tu ne construis pas tes projets sans détermination. Mais l'idée, c'est pas de dépasser tes limites à un tel niveau que tu mets ton corps en danger. Tu vois? Et c'est toujours pareil, c'est une histoire de curseur. Mais tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne te dépasses jamais. Qu'est-ce qui crée la fierté, l'estime de soi? C'est quand tu te dépasses. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne fais jamais des choses qui te challenge. Oui, tu as besoin de challenge, tu n'as peut-être pas besoin d'un dépassement ou de faire mal à ton corps. En fait, tu n'as pas besoin de te faire mal au point de détruire ton corps. Tu vois? Mais si tu veux développer tes muscles, à un moment donné, tu vas faire des postures qui ne sont pas très confortables et parfois qui sont un tout petit peu douloureuses, qui vont te donner des courbatures. Tu auras mal derrière. Mais ça ne met pas ton corps en danger. Tu ne vas pas te déchirer un muscle, tu vois? Parce que c'est dosé. Ah, je comprends. Tu coaches parfois des sportifs de haut niveau, ça t'est arrivé? Oui, aussi. Oui, à travers donc le fitness neuro-émotionnel. D'accord. Parce que c'est vrai que les sportifs de haut niveau, on en a beaucoup parlé avec Léon Marchand, qui était accompagné de ce coach mental pour ses performances. Et donc, toi, on fait appel à toi de temps en temps pour ça. Pour la petite anecdote, j'ai effectivement Alice Modolo, notamment, je peux en parler parce qu'elle parle de l'accompagnement qu'elle a fait avec moi, qui est championne du monde apnée, et que j'ai accompagnée. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a été coachée aussi par le coach de Léon Marchand. D'accord. Et elle a vu qu'on n'avait pas du tout les mêmes approches. Et effectivement, c'est un coach mental. Moi, c'est plus que du mental dans le sens où on va aller avec le corps. Avec le corps. Et je sais que derrière, elle le partage, elle a eu des résultats, elle a battu des records. Parce qu'elle est arrivée aussi à un autre niveau. Elle va chercher les millimètres à l'intérieur d'elle-même par la respiration pour tenir en apnée le plus longtemps. Et elle n'a pas une capacité naturellement respiratoire supérieure à quelqu'un d'autre. Elle n'a pas des prédispositions. Et par contre, c'est une femme extraordinaire et qui a une conscience d'elle-même, une conscience de son corps, un désir de servir le monde et d'impacter, qui fait qu'elle est vraiment alignée dans ce qu'elle fait. Et le travail qu'on a fait ensemble était déjà complémentaire de sa discipline. Et c'est une entrepreneuse parce qu'elle propose justement des programmes pour apprendre à respirer, à redéployer, à recréer de l'espace à l'intérieur de soi. Et les sportifs de haut niveau, j'adore. C'est une autre... En fait, si on résume, et c'est le titre finalement de ton livre, il faut être aligné. Oui. Le corps émotionnel, l'esprit, enfin tout doit être aligné. Et puis la matière avec la dimension plus spirituelle aussi. Oui. Écoute, merci beaucoup pour ce moment que tu nous as offert. Est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on me retrouve sur Instagram. On me retrouve dans mon Instagram. Il y a mon Linktree. C'est très simple pour travailler avec moi. C'est des accompagnements individuels pour entrepreneurs ou dirigeants ou les accompagnements de coaching de groupe avec des trainings toutes les semaines pendant 8 semaines pour apprendre à muscler son corps au bien-être. Voilà. Génial. Muscler son corps au bien-être. On va terminer là-dessus. Merci Astrid. Merci Céline. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous donne rendez-vous mercredi prochain parce qu'entre nous, c'est tous les mercredis.